Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes. Nous sommes heureux de vous retrouver. L'actualité, vous le savez, c'est le violent tremblement de terre qui a ravagé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi autour de la province d'Al-Aouz, au sud de Marrakech. Des milliers de morts, des milliers de blessés, des villages entiers détruits et inaccessibles et une population littéralement en état de choc. Je suis rentré chez moi et j'ai vu plein de fissures dans les murs. Je ne veux pas y retourner pour y dormir. S'il y a un risque d'écroulement, non, je ne retournerai pas à la maison. Ce tremblement de terre était-il prévisible? Quel est le risque sismique en Europe et en France, notamment dans le sud, où se rencontrent les plaques tectoniques eurasiennes et africaines? Nous en débattrons ce soir avant de retrouver dans la dernière partie de l'émission Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir tous les deux. Au programme, des moustiques et des canons? Oui, c'est ça, des moustiques. L'épidémie de dengue progresse en Martinique à La Réunion. Des cas ont été signalés à Paris, à Nantes, satané moustique tigre. L'occasion de revenir aux origines de la dengue, la fièvre articulaire. Et vous, Marie? Eh bien, moi, ce soir, Elisabeth, je vous propose de chanter faux, tous ensemble, la Marseillaise massacrée par tout un stade de France. C'est le scandale de cette Coupe du Monde de rugby. À tout à l'heure. Et pour commencer, nous recevons Sophie Calle, l'artiste Sophie Calle, qui investira début octobre le musée Picasso à Paris, rebaptisé Picalso. L'exposition d'une vie et de plusieurs morts pour cette femme hors norme, fétichiste, exhibitionniste, légiste d'elle-même par anticipation, obsédée par le deuil, l'amour et le regard. À toi de faire, ma mignonne. C'est parti. Sophie Calle, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sportouche, mes complices. Bienvenue dans 28 minutes. Sophie Calle a un tout petit peu plus de 3 semaines de l'ouverture au musée Picasso à Paris, dans le 3e de cette exposition. C'est plus qu'une exposition. Vous investissez intégralement le musée Picasso. Alors, je voulais vous poser une question. Vous êtes une raconteuse d'histoires depuis des décennies, des histoires singulières, merveilleuses, extravagantes, sans tabou, sans limite. Vous faites paraître des histoires vraies chez Actes Sud. Comment peut-on croire qu'elles sont vraies, sachant que vous avez tendance, en tant que plasticienne espiègle, à jouer pas mal avec la fiction et la réalité? Je ne peux pas vous forcer à le croire. J'avais voulu les vous l'entendre dire. Les histoires vraiment vraies, mais... elles sont vraies et elles sont fausses, puisque elles sont des morceaux de ma vie, c'est pas ma vie. Donc elles sont écrites, donc c'est arrivé, ce que je peux dire, c'est arrivé. C'est arrivé dans votre tête et peut-être dans votre vie. Il y en a une à propos de votre testament dont on va parler tout à l'heure. Elle est gratinée, mais d'abord votre portrait réalisé par Gaël Legras. Bob, l'intime, l'absence, c'est la règle de 3 de Sophie Calle. Elle considère son père Bob comme l'homme providentiel de sa vie. Née en 1953 à Paris, Sophie Calle grandit auprès de parents séparés. Sa mère, Monique, attachée de presse, passionnée de littérature, est gaie, farfelue, dotée d'un humour ravageur. Son père, cancérologue, directeur de l'Institut Curie, est un grand collectionneur d'art. En 1967, la télévision lui consacre d'ailleurs un reportage et Sophie Calle, qui a alors 13 ans, est interviewée. Tu aimerais collectionner des tableaux? Oui. Quand tu seras grande? Oui, peut-être. Alors ça, j'aime pas du tout. Je sais pas pourquoi c'est là, d'ailleurs. Enfin, ma sœur Ellie, c'est moi qui l'ai demandé. Je trouve ça très amusant aussi. Les dimanches soirs, Bob invite des artistes, Sophie dîne avec des peintres ou encore des sculpteurs comme Takis et César. Pourquoi il n'y aurait pas des photos de Takis dans les rues et tout ça? Je suis devenu artiste pour plaire à mon père. Ses œuvres s'apparentent à des récits de l'intime. En 1979, elle invite des gens à dormir dans son lit. Pendant 8 heures, elle les observe et les photographie. J'ai voulu créer des situations arbitraires qui prennent la forme d'un rituel. Le but, c'était de voir comment réagissaient les gens et moi-même par rapport à ce jeu. En 86, elle interroge des personnes aveugles de naissance pour connaître leur définition de la beauté. Le premier que j'ai questionné m'a répondu que la plus belle chose à ses yeux était la mer, à perte de vue. En 92, elle co-réalise No Sex, Last Night, un film dans lequel elle traverse les États-Unis de New York à Los Angeles en voiture avec un homme dont elle est amoureuse et qui désire la quitter. De notre absence de communication, vint l'idée de nous munir chacun d'une caméra vidéo et d'en faire la seule confidente de nos frustrations en lui racontant secrètement tout ce qu'on ne pouvait avouer à l'autre.
Au fond, dit-elle, dans mon œuvre, je ne parle que du manque et de l'absence. En 2006, elle filme la mort de sa mère. Dans l'exposition qu'elle monte ensuite, elle propose également des photos, des objets et des extraits du journal intime de cette mère qui a écrit « Je suis morte de très bonne humeur ». À partir du 3 octobre, Sophie Calle exposera au musée Picasso de Paris. Cette exposition ressemblera un peu à un inventaire. Ça fait un moment que je tourne autour de ma mort comme sujet. Ouais. La mort est dans la vie comme le noyau dans le fruit, comme disait l'autre. Sophie Calle, le musée Picasso, intimidée d'investir le musée pour le 50e anniversaire de la mort de Pablo Picasso. Plus maintenant, mais quand on me l'a proposé, j'ai hésité pendant 2 ans avant d'accepter, parce que c'est pas facile d'être à côté de Picasso. En même temps, on disait de vous, quand vous avez fait votre premier dessin à 6 ou 7 ans, votre grand-mère a dit il y a un Picasso dans la famille. On le dit à tous les enfants. Ah bon? Moi, on ne me l'a pas dit, en tout cas. Dites, à propos de Picasso, qui, en ce moment, depuis quelques années, est sujet de critiques, le Minotaure, l'Ogre, au musée Picasso de Barcelone, il y a 1 an ou 2 ans, un groupe de femmes est arrivé à essayer d'empêcher les visiteurs de regarder le portrait de Dora Maar en disant c'était un prédateur. Qu'est-ce que vous en pensez de cette relecture a posteriori? Moi, je ne suis pas journaliste et je ne suis pas tenue d'escorter ce qui est dans l'air du temps. Donc, je m'intéresse plus au combat contre les vivants. Et je m'en tiens là. Votre mère vous a dit, il y a des années, vous exposiez dans un somptueux et extrêmement célèbre musée aux États-Unis. Dis donc, tu les as bien eus. Tu es entre des tableaux d'Edward Hopper, entre des tableaux de grands artistes américains. Est-ce que le syndrome d'imposture qui vous a quand même hanté et rongé pendant des années, s'est adouci? Non, même pour le musée Picasso, j'ai pensé à ma mère et j'ai imaginé qu'elle me chuchoterait si elle était en vie. Pourquoi toi? Et c'est aussi ce qui me faisait hésiter. Donc, il est toujours là, mais enfin, je le combats. Vous êtes combattu, disons. Vous êtes apaisé. Oui. Maintenant, ça y est, je suis rentrée dans le... je suis allée au musée Picasso pendant le Covid. Tous les tableaux avaient été recouverts pour les protéger de la lumière, de la poussière. Et je me suis dit que je pouvais m'attaquer aux fantômes de Picasso. Et ça m'a semblé une tâche que je pouvais affronter. Alors, dans vos travaux, une photo, un texte, c'est la marque de votre travail. Il n'y a jamais de limite, il n'y a pas de tabou. La mort est omniprésente. Et à propos de votre après vous, dans ce livre, Des histoires veilles, il y a une histoire extraordinaire, illustrée avec quelque chose d'absolument morbide, qui a trait à votre testament. Vous aviez légué votre maison de Camargue à votre filleul, mais il se trouve que votre filleul vote RN, et donc vous l'avez déshéritée. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous ne parlez pas de politique, mais là, vous parlez de politique. Je n'ai pas dit que je ne parlais pas de politique. J'ai parlé de ce qui était dans l'air du temps. Très bien. Oui, j'ai fait un cauchemar. J'ai imaginé que je léguais ma maison à mon filleul, et qu'à ma mort, il y avait une réunion du Front National et qui disait rendez-vous chez Sophie. Et ça m'a glacée. Donc voilà. Donc vous l'avez déshéritée? J'ai déshéritée. Benjamin? Mais vous trouvez, Sophie Calle, que l'époque bride la création? Parce que vous dites vous-même dans une interview qu'aujourd'hui, beaucoup de vos œuvres, je vous cite, pourraient vous attirer des problèmes, voire des procès pour diffamation, non-respect de l'anonymat, ou même de cruauté envers des personnes en situation de handicap, quand vous avez demandé à des aveugles de décrire leur perception de la beauté. On l'a vu dans votre portrait. Est-ce que l'époque bride... La question se pose, oui, la question se pose. Bon, là, c'était ironique. C'était parce que la question de la journaliste était... est-ce que vous en seriez arrivé là? Si. Oui, c'était donc dans le monde. Je pense que maintenant, je peux m'autoriser certaines choses que si je commençais, je ne pourrais... Peut-être je ne me les autoriserais pas. Mais bon, ce sont des si, avec des si. Mais oui, je pense que des gens qui n'ont pas porté plainte contre moi le feraient peut-être aujourd'hui. Que je vois bien... même au musée, il y a une frilosité. Ah oui. Vous vous empêchez, vous êtes empêché certaines choses au musée? Je ne m'empêche pas parce que je trouve un moyen de les contourner. Mais par exemple, le film sur la mort de ma mère, qui sera montré au musée, il y a un petit mot qui dit que les enfants, pour ne pas heurter la sensibilité. Oui, puisque vous avez filmé votre maman jusqu'à son dernier souffle. Donc, dernier souffle. Moi, cette phrase m'a fait sursauter. Maintenant, elle ne me gêne pas plus que ça. La photo de moi sur l'affiche
Je n'ai pas de soutien-gorge, j'ai 4 ans. Oui, et vous avez des tatanes de grande fille. Oui, eh bien... c'est Lolita, quoi, presque. J'ai remplacé mon torse nu par un t-shirt que j'ai dessiné de Picasso. Ça m'a fait rire, c'est aussi une manière de jouer avec les interdits, souvent. Et je trouve ça beaucoup mieux maintenant avec le t-shirt. Mais en effet, j'ai suivi des gens, j'ai suivi des hommes dans la rue pendant des mois, des hommes que je ne connaissais pas. Comment est-ce... Je pense, il n'a pas bien réagi, l'homme que j'ai suivi, soyons francs. Mais peut-être que maintenant, il porterait plainte. Oui. On parle de la fin de vie. On a parlé du dernier souffle de votre mère que vous avez filmé. On le verra au musée, dans l'exposition. Parlons de la fin de vie, Anna. Oui, tout à fait. Il y a des discussions qui reprennent avec les soignants et les parlementaires. Et donc, 3 volets, les soins palliatifs, le droit des personnes et bien sûr l'aide active à mourir. Et c'est précisément ce dernier volet qui est le plus sensible, car il inclut en fait l'idée d'euthanasie et de suicide assisté, mais sans jamais employer ces mots-là. Alors pour l'instant, sont mentionnés plusieurs critères d'éligibilité pour pouvoir bénéficier de cette aide active à mourir. Il faut bien sûr être majeur, avoir un pronostic vital engagé dans un délai compris entre 6 et 12 mois, que les traitements et soins reçus ne soient plus en mesure d'apaiser le patient, et bien sûr que la volonté du patient soit libre et éclairée. Alors il reste quand même quelques questions en suspens, et notamment celle de qui devra administrer le produit létal. Et les soignants qui seraient réfractaires pourraient plutôt bénéficier d'une clause de conscience spécifique qui leur permettrait de renvoyer leur patient vers un confrère. Sophie Calle, je crois savoir que la mort, c'est quand même quelque chose qui vous fascine, peut-être qui vous obsède. Vous y avez peut-être déjà beaucoup réfléchi. Est-ce que vous pourriez être intéressé par l'aide active à mourir ? Écoutez, je ne sais pas si je peux le dire. On va en prison quand on l'a fait, là ? Aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, ça n'est pas voté. Mais si c'était voté, ça pourrait vous intéresser ? Écoutez, je ne vais pas vous dire ce que j'ai fait dans ce cas-là. Très bien. Si vous donnez la mort, oui, vous allez en prison aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous raconter. Alors, ne racontez pas. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que aide active à avorter, vous l'avez fait quand vous étiez dans les années 70 membre du MLAC, le mouvement de libération de l'avortement et de la contraception. Et parmi tous les objets et les meubles qui étaient chez vous et qui seront dans le musée Picasso, puisque l'intégralité de votre maison a été transférée dans le musée, il y a une table sur laquelle vous avez pratiqué des avortements. Oui, quand vous étiez au MLAC, avant que l'avortement soit légalisé. Oui, bien sûr, oui, c'était interdit à l'époque. Et on voulait au MLAC qu'on en parle. Ouais. Donc, on avait une organisation qui nous permettait de... Enfin, il s'agissait d'avortements de moins de 8 semaines, sans être endormi. Et la question, oui, je faisais ça chez moi, sur une table, et j'ai gardé cette table, et elle sera au musée. Et elle sera au musée Picasso. Oui. Merci Sophie Calle. Donc, c'est à partir du 3 octobre au musée Picasso. Oui. Et, parallèlement, Noir dents blanches. Alors, est-ce que c'est dents blanches ? Je ne sais pas. C'est polysémique. Non, c'est pas du tout dents blanches. Oui, c'est marrant quand même. Le travail est génial. Le clin d'œil est drôle. Et des histoires vraies. De nouvelles histoires. Il y en a toujours. Il y en a qui reviennent à la surface ou qui m'arrivent à nouveau. Donc. Chez Actes Sud, Sophie Calle, Sans limite. Et on passe à notre débat sur le séisme meurtrier qui a plongé le Maroc dans l'effroi vendredi soir. Des villages entiers détruits, des bâtiments traditionnels ignorant les normes antisismiques, un bilan qui s'alourdit et des questions. Était-ce prévisible ? Était-ce anticipable ? La France, d'ailleurs, est-elle à l'abri d'une semblable catastrophe ? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Peu après 23h vendredi soir, la terre s'est mise à trembler. Sur ces images, des habitants de Marrakech et des touristes tentent d'échapper aux constructions qui s'écroulent. Depuis, la vieille ville de Marrakech est défigurée. Partout, des gravats et des logements éventrés. En quelques instants, des familles ont tout perdu. Le tremblement de terre a été rapide et inattendu. On a fui avant que la maison ne s'effondre. Maintenant, nous sommes sans abri. On n'a nulle part où aller. Le Maroc a été frappé par le plus puissant séisme de son histoire. Il a fait près de 2700 morts, 2500 blessés, un bilan qui risque de s'alourdir au fil des jours. L'épicentre se situe dans des zones rurales et montagneuses du Haut-Atlas, des zones difficiles d'accès pour les secours. Ici, on peut sentir l'odeur des cadavres partout. Les autorités ne nous aident pas.
Certains villages ont bien reçu des tentes, de la nourriture, mais pas tout le monde. Ce tremblement de terre dévastateur a été déclenché par ce que les sismologues appellent une compression entre deux plaques tectoniques, la plaque eurasienne et la plaque africaine, qui elle remonte vers le nord de quelques centimètres chaque année. C'est ce même point de friction qui a provoqué en février dernier un terrible séisme en Syrie et en Turquie. 50 000 morts et des villes complètement rayées de la carte. Des promoteurs immobiliers turcs avaient été accusés de ne pas avoir respecté les normes antisismiques. Alors peut-on vraiment prévenir un séisme et en réduire les risques? L'Europe, où la péninsule italienne tremble régulièrement, est-elle à l'abri? Dans le sud de la France, le département des Alpes-Maritimes, le plus exposé aux tremblements de terre en métropole, est-il préparé aux risques sismiques? On va voir ce qu'en pensent nos trois invités. Rémi Bossu, bonsoir. Vous êtes sismologue au Centre sismologique euro-méditerranéen qui a mis au point, je le précise, l'application Lastquake qui permet d'alerter les populations et de collecter des témoignages en temps réel lors d'un événement sismique. C'est bien ça. À propos de ce qui vient de se passer au Maroc, vous considérez qu'on peut parler d'un gros séisme ressenti à une quarantaine de kilomètres à la ronde, mais moins fort que celui ressenti en Turquie en février dernier, qui était 30 fois plus puissant. À côté de vous, Carole Pinault, bonsoir. Vous êtes ingénieure au centre de l'Association française du génie parasismique. Vous êtes ingénieur en géotechnique des sols et des structures. Et vous estimez que le drame marocain rappelle la difficulté d'avoir un bâtiment construit avec les normes sismiques les plus récentes, évidemment. Sur les 10 dernières années, seulement 20% du bâti a été renouvelé. Et enfin, Giacomo Parinello, bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire environnementale. Vous enseignez au Centre d'histoire de Sciences Po Paris. Selon vous, une partie de l'Europe est très exposée aux risques sismiques. En Italie, par exemple, la ville de Messine, et ça vous le rappelez, avait été rasée à 90% en 1908 par un séisme. On va revenir d'ailleurs sur l'Europe après le Maroc, mais d'abord évidemment le Maroc avec le chiffre du jour. 7, le séisme qui a frappé le Maroc donc dans la nuit de vendredi à samedi, est le plus puissant jamais enregistré dans le pays, d'une magnitude de 7 selon le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique. Mais attention, 7, pas sur l'échelle de Richter, Rémi Bossu, mais sur l'échelle du moment, si on a bien lu. Ça veut dire quoi exactement ? Je pense qu'il ne faut pas trop rentrer dans ces détails. En fait, on a plusieurs échelles de magnitude en fonction de la taille des séismes. On ne les enregistre pas exactement de la même façon, simplement parce que les forts séismes vont générer des fréquences plus basses. Mais globalement, c'est des échelles de magnitude. Donc là, pour ce type de magnitude, c'est une échelle de moment, mais c'est purement technique. Ça n'a pas vraiment de valeur. C'est la magnitude, nous on l'évalue à 6,8. Donc comme je disais, quand on passe de 6,8 à 7,8 comparé à celui en Turquie, on multiplie l'énergie par 30. Par 30. D'accord. Voilà. Donc c'est un séisme très fort parce que, une petite précision, il a fait des dégâts quasiment généralisés dans 40 km, mais il a été ressenti bien plus loin. Il a été ressenti jusqu'au sud de l'Espagne. Donc c'est voilà. Mais c'est une région à risque ou pas alors? Parce qu'on a entendu tout et son contraire. C'est une région à risque, mais tout est relatif. C'est une région à risque modéré. On a eu en 2004 le séisme d'Al Hoceima, qui a fait à peu près un nombre similaire de victimes, si je me rappelle bien. Pareil, dans un milieu rural, avec encore une fois des maisons en terre sèche, en pisé, etc., pendant la nuit. Et ma voisine en parlera mieux que nous, mais c'est vraiment typiquement le type d'événement qui est catastrophique, parce que c'est des bâtiments qui résistent mal. Et surtout, il n'y a pas ça ne vous laisse pas de poche de survie, parce que tout s'écroule. Donc là, c'est vraiment des choses en pleine nuit qui sont très difficiles. Avant de revenir aux bâtiments et à ces fameuses normes ou à leur absence, juste expliquez-nous des plaques tectoniques, une plaque eurasienne, une plaque africaine. C'est le frottement de ces plaques. C'est la collision. C'est la collision. C'est-à-dire que la plaque, en premier ordre, on considère que les plaques sont rigides. Donc vous avez la plaque eurasienne et la plaque africaine. La plaque africaine remonte et vous avez tout ce qu'on voit de la mer Égée, de la Turquie jusqu'à Gibraltar. Toute la sismicité qu'on voit est liée à ça. Simplement, vous avez environ 6 mm au niveau du Maroc qui remonte, 6 mm par an qui remonte. Par an. 6 mm par an. Donc quand vous cumulez sur des centaines d'années, ça fait des déplacements tout à fait considérables. Et cette collision va vous créer des chaînes de montagnes. L'Atlas est activé par cette collision. Et de temps en temps,
là, vous avez les failles qui cassent parce qu'elles ne peuvent plus accommoder la contrainte générée par la collision. Carole Pinault, est-ce qu'on a des outils scientifiques alors pour les prévenir et les annoncer ou pas, ces tremblements de terre, où là c'était vraiment impossible? Alors, vous dites, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait beaucoup de surprises vis-à-vis de ça et d'informations contradictoires. En fait, le système de failles qui existe sur Marrakech et sur El Aouz, il existe, dans le Haut-Atlas, donc, c'est ça? On le connaît, mais ce n'est pas forcément celui qui était identifié comme le plus actif. C'est-à-dire que les zones d'activité les plus sismiques dans le Maroc sont plutôt localisées au nord du Maroc et dans la région d'Agadir, parce que les zones, le zonage sismique est construit sur la base de la connaissance et de la détermination de ces systèmes de failles, mais aussi de leur activité. C'est-à-dire qu'il y a dans tous les systèmes de failles actifs qu'on connaît dans le monde, il y a des séismes tous les jours, plus ou moins importants, qui sont pas tout le temps ressentis par la population, mais les cartes de zonage et l'identification des zones, donc au Maroc il y en a 4, et là on se situe en zone 3 sur 4. Cette pondération des zones dépend aussi de tous les séismes historiquement ressentis dans cette zone. Il faut rappeler qu'à Agadir, il y avait eu un tremblement de terre avec 12 000 morts, qui avait été le plus meurtrier. Giacomo Parinello, est-ce que, justement, historiquement, est-ce que c'est une région où il y a eu beaucoup de séismes? Vous avez rappelé justement des précédents les plus connus, dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est les de 1960, mais il y a eu d'autres cas, plus récemment en 2004, il y a eu quand même un tremblement de terre au Maroc assez meurtrier, même si pas comparable à celui d'Agadir. Et si l'on remonte dans le passé, il faut se rappeler par exemple que suite au tremblement de terre qui est connu comme le tremblement de terre de Lisbonne, il y a eu des conséquences, 1755, pardon, donc au milieu du XVIIIe siècle, il y a quand même eu des impacts aussi au Maroc, par voie d'activité sismique, mais aussi de tsunami. Et quelques semaines plus tard aussi, il y a eu un séisme très très fort, toujours au mois de novembre de 1755, qui par ailleurs a fait beaucoup de dégâts dans la ville de Fès. Donc en fait, au Maroc toujours. Au Maroc toujours, voilà. Donc oui, on a beaucoup. Il n'y en a pas plus aujourd'hui qu'avant, si vous. Non, bien sûr. C'est parce qu'il y a davantage d'habitations, donc davantage de victimes. C'est ça l'enjeu, en fait. C'est comment on se prépare. L'activité sismique, c'est quelque chose que, comme mes collègues. C'est consubstantiel à la planète. La vie de la Terre, en fait. C'est ça. Simplement, l'activité, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre fenêtre d'observation sur la sismicité, elle est très courte. On a des réseaux d'enregistrement depuis les années 60. Avant, il faut regarder les écrits, après donc les écrits historiques pour retrouver des traces, et puis après, il faut regarder dans la géologie, parce que des très forts séismes peuvent laisser des traces dans la géologie. Donc on recherche tous les enregistrements possibles de l'activité sismique passée pour caractériser la zone. Et après, ce qu'on est capable de dire, c'est sur une grande période, donc typiquement 500 ans, voilà le type d'événement qu'on s'attend à avoir. Maintenant, est-ce qu'il va avoir lieu demain, après-demain? Est-ce qu'il va en avoir 3 pendant une période de 10 ans et puis rien pendant 300 ans? Ça, on est incapable de le dire. Donc on est capable de faire des moyennes sur des grandes périodes de temps qui ne correspondent pas, malheureusement, à la vie humaine, puisqu'on ne vit pas 500 ans. Donc c'est ça qui est un peu compliqué. Juste une toute petite question. On avait été surpris au moment du tremblement de terre en Turquie de voir la brèche elle-même. Les images étaient impressionnantes. Est-ce que c'est systématique, la faille? Parce que là, on va... Attention, il y a deux choses. Alors c'est peu probable parce qu'il est relativement profond. Parce qu'il y a une photo qui a été trompeuse où c'était des effondrements. Quand vous voyez quelque chose de béant, un trou béant, c'est pas la faille. La faille, elle était en décrochement, c'est-à-dire qu'elle a glissé horizontalement l'une par rapport à l'autre. Donc ce que vous voyez, c'est par exemple des voies de chemin de fer qui ont été déplacées de 4 à 5 mètres. Mais ce n'est pas un trou béant, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les films, c'est pas ça une faille. D'accord. Carole Pinault, juste un petit rappel autour de ces constructions typiques traditionnelles marocaines, notamment ces maisons en pierre sèche en pisé. Est-ce que cette structure friable explique qu'elle se soit effondrée? Alors, le matériau utilisé pour leur construction. Dans les constructions, l'application des normes se fait à partir de la date d'émission des normes, vraisemblablement, pour les constructions neuves. Pour les constructions anciennes, il y a toujours des problématiques pour pouvoir mettre à niveau tous les renforcements nécessaires du bâtiment ancien. Et en effet... Et dans les villages reculés du Haut-Atlas, on imagine que ça n'a jamais été mis aux normes.
En France, par exemple, on n'a pas encore mis à niveau toute notre construction ancienne. On est aussi vulnérable. On en parlera peut-être. On va en parler après. Au Maroc, en effet, ce type de construction est vulnérable, mais il y a aussi des modes de construction, même pour la construction en terre, qui peut être résilient et résistant au séisme. Il y a des guides comme ça sur ce sujet-là qui sont émis par la FPS, notamment l'Association française du génie parasismique, dont on pourra parler. Très bien. Mais même quand c'est du béton, ça n'a pas toujours résisté. Écoutez cet habitant d'Ijoukak, dans la province d'Alaouz. Le bâtiment semblait solide. Il ne répondait certainement pas aux normes sismiques, mais ce n'était pas non plus une construction traditionnelle, comme certaines maisons du quartier. C'était pas de la terre ou... Non, du béton. Du béton. Oui, du béton. Et tout est tombé comme ça en 10 secondes? Pas de secondes. Il faut rappeler que 75% des victimes d'un séisme décèdent à cause de l'effondrement des bâtiments. Giacomo Parinello, on voit même le béton n'a pas forcément résisté. Après, il faut voir si c'était du bon béton. Oui, c'est ça. Il y a des manières de construire un béton armé qui ne répond pas forcément à tous les normes dans le choix des matériaux, etc. Et donc, c'est le cas même en Turquie, par ailleurs. C'est aussi des grands immeubles en béton qui se sont effondrés. En effet, le choix du matériau, c'est pas forcément parce que la construction va être en béton qu'elle va tenir. Une structure parasismique peut être totalement en bois ou en terre. C'est des dispositions qu'il faut prendre en compte, par contre, pour que le bâtiment soit le plus régulier possible, le plus compact, ou alors pour avoir des éléments qui permettent de justifier des élancements ou des dissymétries du bâtiment pour pouvoir reprendre les efforts qui vont être transmis pendant le séisme. En Europe? Oui, alors justement, on se pose la question, Rémi Bossu. On a vu, c'est vrai qu'il y a eu à l'Aquila et en Italie notamment, et en Europe, des mouvements sismiques importants, mais on n'a pas eu le même nombre de morts. On n'est pas à l'abri de ce genre d'événement. On n'est pas à l'abri de ce genre d'événement. Alors en métropole, si on parle en métropole... Parlons de la France. On s'attend plutôt à des magnitudes 6, 6,3 maximum. On en a typiquement un par siècle. Alors ça fait un peu plus d'un siècle qu'on n'en a pas eu. Ça ne veut pas dire que ça va l'avoir demain, 1909. À Lambesc, dans le sud-est. On peut très bien ne pas en avoir encore pendant 200 ans. Encore une fois, c'est toujours ça la difficulté. Il n'y a pas de périodicité. En avoir 2 la semaine prochaine et puis plus en avoir pendant 300 ans. Mais il y a des zones. Il y a des zones. Donc on a les Pyrénées, on a le sud-est, on a l'arc alpin, on a le fossé rhénan. Donc ça, c'est assez connu. Mais si on parle de la France, parlons d'abord des Antilles. Parce que là, le niveau d'aléa sismique est bien supérieur. Et où en particulier aux Antilles? Toutes les Antilles. Les Antilles françaises sont toutes... elles sont le plus élevées dans la réglementation parasismique en termes d'exposition. Ce qui veut dire que selon vous, si un tremblement de terre, un séisme devait avoir lieu, il serait de quelle magnitude, plus ou moins? Alors, il faut faire attention parce que... d'abord, l'impact d'un séisme n'est pas lié qu'à sa magnitude. Il est lié aussi à la distance aux zones habitées. On parlait tout à l'heure du séisme d'Agadir, il était sous la ville. Il aurait été à 15 km plus loin, on aurait eu quasiment pas de dégâts ou très peu de dégâts parce que c'était pas un séisme très fort, il est inférieur à 6, donc ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Et puis après, si on regarde Europe, globalement, plus on va à l'est, plus on s'attend à avoir des forts séismes, plus on peut avoir des forts séismes, et on s'attend, encore une fois, dans les décennies qui arrivent, à un très fort séisme au sud d'Istanbul qui pourrait, les modèles donnent des 40 000 victimes suivant la période où il peut se produire. Alors, vous avez évoqué le séisme en Italie, à l'Aquila. On va regarder, c'est notre archive, c'était en 2009. Ils viennent d'entendre un cri sous les décombres. Un homme pris au piège, surpris en plein sommeil. Aidé par des voisins, il sort, sans blessure apparente. Les familles attendent dans l'angoisse. Les premiers secours s'affairent. Cette jeune femme appelle à l'aide. Ses grands-parents sont bloqués. Mais entre elle et les secours, un gouffre s'est ouvert. La secousse s'est produite au milieu de la nuit, plongeant dans la panique la région des Abruzzes, au cœur de l'Italie, et surtout la ville de l'Aquila, 60 000 habitants. Il y aurait au moins 10 000 maisons et édifices endommagés dans la région. Giacomo Parinello, quand on voit ces images, bien sûr, on se dit toujours, il peut y avoir pire, et on pense au Big One. Est-ce que le Big One est réservé aux États-Unis ou est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver en Europe?
Écoutez, le tremblement de Messine de 1908, ça a été un tremblement de terre très meurtrier. Alors, pas nécessairement. Combien de morts y avait-il eu à cette... Ça a été très difficile à évaluer, notamment parce que les archives ont disparu, parce que les pratiques d'enterrement ont été faites dans l'urgence, souvent dans des fosses communes. Et donc, en fait, on ne connaît pas. On estime une fourchette très importante qui varie, pour la seule ville de Messine, entre 30 000 morts et 60 000 morts. Et on parle d'une ville qui, à l'époque, avait 120 000 habitants. Donc, ça a été un choc aussi démographique pour la ville de Messine. Et rien n'empêche que ça puisse arriver à nouveau en Italie du Sud. Alors, précisément, évoquons avec vous, chère Anna, la réglementation parasismique en France à propos des bâtiments. Oui, c'est une réglementation qui a été révisée en 2010 et qui concerne uniquement les nouvelles constructions. L'objectif, c'est d'éviter que les bâtiments ou les maisons individuelles s'effondrent sur leurs occupants. Plusieurs guides pratiques existent et détaillent précisément les normes de construction selon la zone de sismicité dans laquelle on réside. En zone 4, par exemple, on l'a dit tout à l'heure, c'est le cas des Pyrénées ou bien de la région PACA. Le guide précise le type de toiture à privilégier selon que la maison est construite en bois ou en béton, l'agencement du plancher, le type de fondation à envisager en fonction de la nature du sol, etc., etc. Mais il existe un pays dans le monde qui est leader en matière de construction parasismique. Évidemment, c'est le Japon. L'archipel se trouve à l'intersection de 4 plaques tectoniques et il est donc particulièrement sujet aux séismes importants. Et aujourd'hui, ces normes sont considérées comme les plus strictes au monde. Alors déjà, tous les murs, piliers et les poutres des bâtiments doivent avoir une épaisseur minimale. Pour les édifices qui sont plus hauts, eux, ils sont équipés d'amortisseurs en caoutchouc qui sont placés entre le sol et les fondations. Et pour ce qui est des gratte-ciel, là, en plus des amortisseurs en caoutchouc, on rajoute des couches de plomb et d'acier. Et grâce à ces techniques, le Japon déplore très peu de morts lors des grands tremblements de terre. 68 morts en 2004 avec un séisme de magnitude 6,8. 43 morts en 2018 à Hokkaido avec un séisme de magnitude 6,6. Carole Pinault, en France, si on revient dans la région PACA, les nouvelles constructions, elles existent, mais évidemment, il y a dans les petits villages des maisons anciennes, etc. Est-ce qu'il faut les rénover? Peut-on les rénover? Et a-t-on les moyens de le faire? Et à quel prix? Oui. Exactement. Alors ça, c'est un gros sujet. En effet, toutes les normes actuelles s'appliquent à l'existant. Aux normes actuelles, la FPS publie également des guides méthodologiques qui interviennent souvent en amont des normes et qui vont alimenter ces normes, et notamment sur la réduction de la vulnérabilité de l'existant. Donc il y a des guides notamment sur la situation des Antilles, la situation des ouvrages individuels ou hôpitaux et tout ça, en zone 3 et 4, donc qui sont les plus sensibles sur le territoire hexagonal. Mais en effet, ça a un coût. Et le taux de renouvellement du bâti est très lent à mettre en place. Ça prend des décennies et des décennies. Donc le sujet, c'est aussi les moyens financiers qu'on a derrière. Et pour simplifier ça ou pour donner aux particuliers ou aux donneurs d'ordre les capacités, nous, ce qu'on envisage et ce qui est mis en avant, c'est des approches multirisques. C'est-à-dire que dans certains pays d'Europe, notamment l'Italie, les aides sont couplées avec le rénovation énergétique. Rénovation thermique, oui, c'est ça, des maisons, des bâtiments. Mais en France, par exemple, on est aussi sujet au multirisque séisme inondation, séisme tornade dans les Antilles notamment, ou séisme incendie. Oui. Et donc ces approches-là permettent de coupler et de choisir des solutions intéressantes qui répondent aux deux enjeux, parce que sinon on peut choisir des solutions contradictoires. La même puissance que celle dans le Haut-Atlas à Nice. Alors, même puissance que Atlas, c'est costaud, parce que je pense c'est pas ce à quoi on s'attend. Donc, si vous voulez, les normes qui sont édictées, elles dépendent du niveau de violence de la secousse qu'on attend. Et donc, on n'attend pas une secousse aussi violente en métropole que celle qu'on a eue. Est-on sûr que ce qu'on attend ne sera jamais inférieur ou supérieur à ce qu'on aura? Les séismes qui arrivent nous aident à améliorer tout ça et à affiner tout ça, bien sûr. Et puis après, il y a toujours une décision sociétale. C'est-à-dire, on pourrait se prémunir contre tout, construire comme au Japon. Oui. Mais si on construit comme au Japon, ça a un coût. Donc, est-ce qu'on est prêt aussi, et ça, c'est un choix de société et un choix individuel, est-ce qu'on est prêt à mettre pour un risque qui serait extrêmement faible? Encore une fois, on ne le connaît pas. Eh bien, écoutez, c'est sur cette question
que nous concluons ce débat, ou plutôt ce dossier consacré à ce tremblement de terre, ce séisme marocain, et éventuellement à ce qui pourrait nous arriver à nous, les Européens et les Français. Merci à tous les trois d'avoir exploré ce dossier. On reste dans l'actualité à travers l'histoire et la pop culture avec Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Épidémie de dingue transmise par les moustiques tigres en Guadeloupe et en Martinique. Et puis Marseillaise version bouillabaisse au Stade de France vendredi dernier. Mais d'abord les mots vedettes de l'actualité repérés par Thibault Nolte ce soir. Copernicus comme le programme d'observation de la Terre, programme de l'Union européenne. Et alors, c'est entendu. L'Observatoire Copernicus dévoile ce chiffre impressionnant. Copernicus. Le programme européen Copernicus. Copernicus. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Copernicus, nom latin de l'astronome Nicolas Copernic, désigne le programme d'observation de la Terre de l'Union européenne né il y a 25 ans pour renseigner décideurs, chercheurs ou journalistes sur son état. Selon cette entité, après analyse des températures mondiales de juin, juillet, août, 2023 sera l'année la plus chaude que l'humanité a connue. L'effondrement climatique a commencé, a ainsi pronostiqué le secrétaire général des Nations Unies. En France, cet été fut le 4e plus chaud depuis 1900. À 21,8 degrés Celsius, la température moyenne était de 1,4 degrés au-dessus de la normale. Août fut le 19e mois d'affilée où la température n'est jamais descendue sous les normales de saison. Copernicus fournit un océan de données climatiques, niveau et réchauffement des mers, fonte des glaces, historique de température, de précipitation, de sécheresse, ainsi qu'une montagne d'autres révélateurs de la composition atmosphérique globale, à la couverture neigeuse, de la qualité des eaux de baignade, à la cartographie des risques géologiques. Avec son armée de capteurs au sol, sa constellation de satellites dédiés, les Sentinelles, et ses dizaines de satellites tiers, en 2022, Copernicus a collecté 8 millions de gigas de données. Tous les pays de l'UE financent ce programme à 2 milliards annuels, dont les données gratuites et en accès libre font de Copernicus le champion mondial dans son domaine. Comme l'était Nicolaus Copernicus, chanoine germano-polonais du XVe siècle et premier astronome à avoir contesté la théorie de Ptolémée, admise depuis 1500 ans, selon laquelle la Terre est le centre du monde. Une révolution désavouée par Galilée sous la menace des bigots au siècle suivant. Au XXIe siècle, Copernicus nous le rappelle, et pourtant, elle chauffe. Talent, ce Thibault Nolte. Bonsoir Marie Bonisseau. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Xavier. Bonsoir Elisabeth. Alors, l'épidémie de dengue, DENGUE bien sûr, propagée par le moustique tigre, progresse en Guadeloupe, en Martinique, mais on a même identifié des cas à Nantes et à Paris. Oui. Alors là, c'est démoustication ou démousticage, je ne sais pas comment on dit, général. Et vous allez revenir aux origines de la maladie. Oui, qui nous conduit aux Antilles. Le 7 septembre 1828, une lettre est envoyée en France depuis la Havane, sur l'île de Cuba, qui est alors une colonie espagnole, et cette lettre annonce que le marquis de Vin de Pézac, le consul général de France à la Havane, est malade, ainsi que tout le personnel du consulat, et puis à peu près globalement tous les habitants de la Havane. Tout le monde est frappé par une épidémie, une maladie qui est identifiée comme le dengue. De quoi s'agit-il? C'est une maladie tropicale qui provoque de la fièvre, des maux de tête, il y a des éruptions cutanées et puis il y a des courbatures sur cette maladie qui, alors les observateurs le disent, c'est pas si grave que ça, mais ça devient très menaçant quand c'est couplé à une autre maladie, notamment la fièvre jaune, ce qui est le cas à la Havane. Vous savez, depuis que les Européens parcourent les océans au XVe siècle, XVIe siècle, ils découvrent plein de maladies qu'ils ne connaissaient pas. Alors, ils les nomment selon les lieux et souvent selon les symptômes. C'est pourquoi, parmi ces maladies, vous allez avoir une fièvre articulaire, parce qu'elle fait mal aux articulations, vous voyez, ça fait des crampes. Vous allez avoir une fièvre rouge, parce qu'il y a des taches rosées. Alors, il faut quand même un peu de temps avant que les scientifiques réussissent à croiser toutes ces informations et à dire que non, tout ça, ce n'est qu'une et même maladie, c'est la dengue. D'où vient le nom? D'Afrique du Sud-Est, en Kiswahili. Dengue, c'est la crampe, globalement. Alors, oui, la crampe. Alors, est-ce que ce sont des hommes et des femmes déportés sur les navires négriers qui ont porté ce mot jusqu'aux Antilles? Ou alors, est-ce dû à l'épidémie à Zanzibar en 1823 qui fait que ce mot s'est popularisé? C'est très difficile à dire. Mais ce qui est certain, c'est qu'à partir de 1828, la presse européenne commence à utiliser ce mot-là pour désigner cette maladie-là. Alors, le ou la
dingué parfois. Dengue fever, vous voyez, quand on veut faire un petit peu d'anglais. Non, il est... non, mais voilà, c'est certain que ça y est, cette maladie-là a un nom, c'est la dingue, vous l'avez vu, c'est le féminin qui l'a emporté. Mais Elisabeth, je vous sens inquiète. Et il va falloir vous rassurer à propos de ce brave marquis de Vins. Vous savez, le consul général à la Havane, eh bien, je vous rassure, il s'en sort bien. Non, il sort de la maladie sans séquelles, peut-être parce que ce marquis de Vins avait pris un peu de médoc. Du sirop de vignoble, comme dirait Rabelais. Bravo, Mauduit. Alors, Marie, écoutez, c'était de la bouillabaisse, non C'est dur. La Marseillaise, vendredi soir, au Stade de France. En tout cas, c'est ce qui a le plus choqué. Donc, ce vendredi soir, pour le premier match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, on s'était à peu près remis du coq, de l'homme coq qui a combattu Jean Dujardin, à peu près. On a essayé de s'en remettre. C'était le petit spectacle d'avant-match. En revanche, notre hymne national interprété par... une chorale d'enfants, c'était la nouveauté de cette Coupe du Monde, plus un Stade de France chauffé à blanc, plus 15 rugbymen stressés à mort. Ça, écoutez ce que ça donne, c'est pas terrible. Vous entendez comme chacun reste sur son rythme et tout le monde a un rythme différent, ce qu'on appelle une cacophonie. Pire Marseillaise de tous les temps. Le message a inondé instantanément tous les réseaux sociaux. Et quand la presse étrangère a compris que tous les hymnes de la Coupe du Monde, de tous les matchs, allaient être interprétés par une chorale d'enfants, la panique est devenue mondiale. S'il vous plaît, pensez aux joueurs, chantez les hymnes normalement. A tweeté un rugbyman italien, un analyste anglais très suivi a lui comparé l'hymne irlandais à la bande-son d'un film d'horreur. C'est pas gentil. Rappelons que derrière toute cette violence verbale, il y a 7000 gamins français, des petits, des collégiens, des lycéens. Mais oui, ils ont répété leurs hymnes toute l'année, dans toutes les langues, avec leurs profs de chant. Alors, au nom de ces victimes collatérales, je vais essayer d'être nuancée dans cette polémique gravissime. En fait, le problème de fond, c'est que ces chorales d'enfants chantent trop bien pour un tel moment de communion et d'unisson, et particulièrement sur la Marseillaise, ça s'entend. Pourquoi ? Parce que, comme l'ont admirablement démontré 2 chercheurs en psychologie musicale, oui, ça existe, la Marseillaise, vous le savez, est une marche militaire, donc c'est très simple, ce sont des phrases courtes, des rythmes répétitifs, il y a beaucoup d'accords parfaits, et il y a le fortissimo sur aux armes, vous savez, qui nous donne tous envie de hurler à plein poumon. C'est donc, de loin, c'est prouvé scientifiquement, l'hymne le plus facilement repris par une foule, le plus entraînant par rapport aux hymnes des autres pays. C'est une analyse très sérieuse. Ils ont passé des soirées dans des pubs du nord de l'Angleterre pour mettre au point leurs critères. Donc c'est très sérieux, on les croit. Or, plus un chant entraîne, c'est logique, plus il va être massacré par tout le monde dans la joie. Il y a un politologue qui s'appelle Pierre Favre qui parle, lui, d'une Marseillaise résiliente. C'est-à-dire qu'elle est faite pour être chantée faux et c'est pas grave, elle s'en remet, tout le monde reconnaît ce chant. Et c'est en fait ce contraste entre les petites voix d'anges divines des enfants, complexifiés encore parce qu'ils avaient décidé de faire une version en canon. Et face à ça, en même temps, le cœur sauvage du Stade de France qui nous a en fait tant choqués et qui a révélé la vérité au monde entier, la Marseillaise dans un stade, c'est toujours un massacre. Voilà, d'ailleurs, quelques jours, c'est pas un hasard avant cette polémique, avant la Coupe du Monde, il y avait déjà nos confrères de SoFoot qui se demandaient dans un article pourquoi la Marseillaise n'était jamais chantée en rythme. Et ils rappelaient qu'en football, la FFF avait carrément décidé d'arrêter la fanfare pendant le aux armes. Comme ça, tout le monde chante mal et à contre-temps, mais il n'y a aucune musique qui est là pour nous le rappeler. Quant à nos petits choristes, sachez qu'ils sont sur la sellette cet après-midi. Il y avait une réunion au sommet en urgence pour décider de la suite de ces chorales. Pas sûr qu'on les revoie jeudi pour le prochain match. Presque dommage. Désolée. On devrait se dire au revoir en canon. Merci à tous, on se retrouve. Merci à tous. Tchuss. Demain, tchuss. Tchuss. À demain.